Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Œil du continent, nous allons voir pourquoi l'ONU maintient l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Et pour nous éclairer sur ce point, nous avons invité Bassema Andiago, président du comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique. Merci, Bassema, d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour, Mahmoud. Merci. Alors, pour commencer, pour répondre à cette question, qui est pourquoi l'ONU maintient encore l'embargo sur les armes en République centrafricaine, nous allons repartir un petit peu en arrière. Oui. Quand est-ce qu'a été posé en fait cet embargo contre la République centrafricaine et pourquoi? Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de La Voix du Djibouti et particulièrement aux Centrafricains et aux Centrafricaines qui nous écoutent. Depuis 2013, notre pays, la République centrafricaine, est sous un embargo que nous qualifions donc d'inique et d'injuste sur les armes et qui est censé frapper les bandes armées, les groupes d'assassins et de criminels. Et dans le texte des Nations Unies, ils reconnaissent bien qu'il y a des étrangers qui agressent notre pays. Et en dépit de cela, on nous frappe d'un embargo. 2013. Donc ça fait aujourd'hui bientôt 11 ans. Et en 2023, le Conseil de sécurité, malgré les explications fournies par le gouvernement centrafricain, la ministre des Affaires étrangères qui était présente au Conseil de sécurité, nous avons demandé la levée de cet embargo, qui de notre point de vue est injuste. Malgré cela, le Conseil de sécurité a prorogé cet embargo jusqu'au 31 juillet 2024. Et arguant des arguments selon lesquels l'embargo frapperait les groupes armés. Oui, et nous considérons que nous ne sommes pas un groupe armé, nous sommes un État. La République centrafricaine est un État. Et s'il est question de frapper les groupes armés par un embargo, eh bien, ça ne doit pas frapper la République centrafricaine. Donc il y a lieu de lever cet embargo sur lequel nous reviendrons. Alors, justement, cet embargo, vous avez dit dans le premier mot, vous avez dit que c'était un embargo qui était censé frapper les groupes armés. Là, lorsqu'on lit les textes, c'est un embargo sur la République centrafricaine. Il y a quand même une nuance. Ah oui, il y a une nuance parce que là, nous trouvons qu'il y a une injustice. Notre pays a été agressé en 2012 et 2013 par des groupes armés venus de toutes parts. Certes, il y a quelques groupes de Centrafricains qui, profitant donc de cette déliquescence de notre pays, se sont engouffrés dans cette brèche et qui est d'ailleurs la conséquence de la gabegie qui a été provoquée par des gens qui étaient à la tête du pays depuis plus de 50 ans, jusqu'en 2013. Eh bien, notre pays, donc ce qui fait l'objet de la protection de notre pays, donc l'armée centrafricaine, était totalement disloquée. Ces groupes armés s'étaient emparés de toutes les armes de l'État dans le pays. Nos soldats étaient en débandade. Alors, le prétexte qui a été mis en avant par la délégation porte-plume au Conseil de sécurité. Justement, on va revenir sur ce terme. Voilà, la délégation porte-plume au Conseil de sécurité pour rédiger ce texte injuste à notre égard, c'est de dire, à partir du moment où le pays n'a pas d'armée et que le pays est entre les mains occupé à plus de 60% par des groupes, des bandes de criminels et d'assassins, eh bien, on frappe le pays d'un embargo sur les armes pour ne pas que les armes entrent dans le pays, soi-disant entre guillemets. Or, nous savons que ces groupes armés sont lourdement armés, équipés, et sont plus équipés que l'État lui-même. Alors, si vous dites qu'il y a un embargo sur les armes, pendant presque, là, maintenant, 10 ans. 10 ans. Et donc, normalement, s'il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de guerre. Normalement, oui.
Et aujourd'hui, est-ce que ça continue? Est-ce que ces groupes armés sont aujourd'hui encore armés? Eh bien, les groupes armés n'ont jamais été désarmés, puisque depuis 2013 jusque-là, malgré tous les efforts que le gouvernement centrafricain est en train d'effectuer ces derniers temps, depuis les dernières années, depuis, on peut dire, les 6-7 années que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour régler ce problème, avec la présence sur notre territoire de 15 000 soldats de la mission des Nations Unies qu'on appelle la MINUSCA, eh bien... Et c'est quoi le rôle de MINUSCA? La MINUSCA est censée, soi-disant, entre guillemets, protéger la population. Est-ce que la population centrafricaine est protégée aujourd'hui? Ce qui, de notre point de vue, n'est pas le cas. Certains contingents de la MINUSCA flirtent avec certains groupes armés, ce qui est quand même paradoxal, et des populations de chez nous. Est-ce qu'il y a des preuves que des membres de MINUSCA flirtent avec... Dans le Mbomou, est-ce qu'il y a des enquêtes? Dans le Mbomou, selon le témoignage de certains de nos concitoyens, certains soldats de la MINUSCA livrent des armes aux groupes armés en échange de certains minéraux, de l'or, du diamant, etc. Puisqu'il y a du diamant, donc il y a certains éléments de certains contingents. Eh bien, on ne veut pas, ce n'est pas le contingent lui-même, mais des éléments de certains contingents qui se livrent à ces actes de... Et est-ce que l'ONU, elle fait des enquêtes? Alors, il se trouve que les dénonciations que les Centrafricains rendent publiques ne sont pas prises en considération. Nous constatons, pour ce qui nous concerne, que tout ce dispositif qui dure indéfiniment ne tend pas à nous aider notre pays, à sortir du drame dans lequel il se trouve. Les groupes armés sont là. On nous envoie des contingents, différents contingents. Eh bien, ces contingents sont là, patrouillent, mais les groupes armés sont toujours présents. Alors, à un point tel que, en 2019, on va concocter un dispositif obligeant notre gouvernement à aller signer un accord avec ces groupes armés. Et si le gouvernement signe des accords avec ces groupes armés, mais c'est parce que les rapports de force sont en faveur de ces occupants, ces groupes armés. Les groupes armés, si je précise bien, 14 groupes armés, parmi lesquels les plus importants groupes sont dirigés par des gens venus de l'autre côté des frontières. Vous dites que ce ne sont pas des Centrafricains? Ce ne sont pas des Centrafricains. Qui viennent par exemple du Niger, du Tchad, et qui entretiennent... Quel est leur intérêt d'agresser un pays qui n'est pas leur sien, qui n'est pas leur lien? Des gens qui, quand on voit bien leur statut, n'ont aucun rôle dans leur pays d'origine. Mais comme c'est dans notre pays, la Centrafrique, pendant des décennies, celles et ceux qui étaient à la tête du pays n'ont rien fait pour construire un État protecteur. Un État qui puisse contrôler les frontières, protéger la population. Un État qui puisse doter le pays d'une armée véritable, de services de sécurité dignes de ce nom. Eh bien, les frontières étant ce qu'elles sont, les bandits de tout chemin, en tout genre, qui viennent du Sahel, qui viennent du Tchad, où depuis des décennies il y a des guerres au Tchad et au Soudan, eh bien, se réfugient en Centrafrique et progressivement constituent des communautés. Qui sont devenus centrafricains. Constituent des communautés. Bon, de toute façon, les communautés étrangères en France ne deviennent pas français. Bah, au bout d'un certain temps, ils peuvent avoir la nationalité. Eh bien, la nationalité, ça s'attribue. Il faut qu'il y ait des autorités, il faut qu'il y ait des démarches, etc. Mais comme l'État n'existe pas, ils sont devenus de facto... Ils se sont imposés dans le pays, et puis voilà, ils s'installent là. Ils constituent des communautés, ils restent entre eux. Et donc, du coup, ça a commencé par des phénomènes dans les années 90, de ce qu'ils appellent eux-mêmes, dans leur langue, des Araguina, qui est un terme qui n'est pas centrafricain, qui désigne des coupeurs de route. Eh bien, depuis les années 80, pour arriver dans les années 90, eh bien, l'État a complètement disparu.
l'État a complètement disparu. Ce qui fait que, en 2003, un mercenaire centrafricain appelé militaire centrafricain arrive en France, soutenu par la France, envoyé par le Tchad, eh bien, il va défaire le gouvernement, donc déposer le gouvernement centrafricain en 2002. Donc depuis 2002-2003, jusqu'à aujourd'hui, depuis maintenant plus de 20 ans, eh bien, la Centrafrique est dans un véritable enfer. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est parce que ces gens qui étaient à la tête de notre pays n'ont pas assumé une quelconque responsabilité. Ils étaient là pour leurs intérêts égoïstes. À un point tel que, quand ils étaient au pouvoir, ce qui les préoccupait, c'est quoi? C'est qu'ils disent-ils de manger. Aujourd'hui, l'État du gouvernement centrafricain, il contrôle combien de pourcents du territoire centrafricain? Depuis, je dirais, 2018, l'État fait des efforts avec nos partenaires russes qui sont intervenus dans le pays. Il y a le Rwanda, dans un cadre de rapport bilatéral, de coopération bilatérale avec le Rwanda. Donc le gouvernement fait des efforts pour réoccuper le territoire en y dépêchant dans les différentes régions du pays des services de l'administration et qu'il y ait des contingents militaires. Nous avons un problème d'effectifs. Parce que lorsque toute une zone, je prends par exemple le cas du Ombomu, du côté de Obo, Zemio, Diema, et quand on parle du nord-est, du côté de la Vakaga, avec Birao et Ouadadjale, dans la Haute-Koto, qui sont à la frontière avec le Soudan, du côté de Wanja, de Bria, de Yalinga et de Wada, et Bamike Bangoa, etc., et bien toute la frontière avec le Tchad, eh bien, ces bandes armées règnent en maître. Et le gouvernement, depuis les dernières années, depuis 2016-2020 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, pour recruter des fonctionnaires, des soldats, les former, les équiper, eh bien, on ne va pas comme ça en une seule fois, parce qu'il y a des moyens financiers qu'il faut mobiliser, ce dont nous n'avons pas. Et donc, des efforts sont faits, mais difficilement. Mais dans tout cela, il y a toujours un autre aspect du problème qui vient de certains Centrafricains. Parce que quand on parle notamment donc de la traîtrise de ceux qui se fichent royalement du sort des Centrafricains et qui parlent d'opposition dans un contexte où un pays où l'État n'existe pas, où il est complètement investi par des bandes armées, des criminels venus d'ailleurs, ben on doit considérer que pour nous, nous sommes en guerre. Parce qu'on doit expulser ces gens-là. On nous parle de DDRR, donc désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration et rapatriement. Ouais. Peut-être l'ONU, elle considère que ce que vous considérez étrangers sont des Centrafricains. Eh bien, dans les résolutions de la Nations Unies, ils reconnaissent. Et le terme curieux qu'ils utilisent, ils parlent de rebelles étrangers. De rebelles étrangers. Mais il n'y a pas de rebelles étrangers. S'il y a des Centrafricains qui se rebellent contre le pouvoir de leur pays, ce ne sont pas des étrangers. Exact. Les étrangers, ce sont des assassins criminels, des mercenaires étrangers, qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Donc nous distinguons bien les Centrafricains qui profitent de la déliquescence de notre pays, ou l'absence d'État, pour s'aimer le désordre, ce qu'ils appellent revendication, parce qu'il n'y a aucune justification qu'une catégorie quelconque de Centrafricains prenne les armes, soit disons pour revendiquer un quelconque intérêt. Parce que c'est tous les Centrafricains qui sont victimes de l'injustice. Tous les Centrafricains, depuis des décennies. Eh bien, si tous les Centrafricains prenaient les armes, eh bien, ça va être une véritable guerre civile. Or, est-ce que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. On nous dit que les Centrafricains de la Vakaga, une préfecture sur 16, sont victimes de discrimination. Mais, et ceux de Ombomo alors? Ceux de Nana Fafa, ceux de la Basse-Koto, la Haute-Koto,
Lawaka, de Louam et de Louam-Pendé. Mais c'est toutes les préfectures qui sont délaissées. Parce que quand vous arrivez en Centrafrique, jusqu'aux dernières années, mais la Centrafrique se limite à Bangui, une bourgade. Le reste du pays est abandonné à lui-même. Il n'y a plus de route. Donc, l'abandon dont on parle en Centrafrique, mais ça concerne tout le monde. Nous aussi, nous sommes abandonnés. Il n'y a pas qu'une petite portion du territoire centrafricain qui est abandonnée. Eh bien, parce que cette portion du territoire centrafricain dont il est question se trouve à la frontière entre le Tchad et le Soudan. D'où viennent les mercenaires. Mais pourquoi ça ne vient pas du Hombomou? Pourquoi les ressortissants de la Haute-Koto, qui sont victimes d'injustice et d'abandon, pourquoi les habitants de Louam-Pendé, de Louam, qui sont délaissés, pourquoi les habitants de la Haute-Sanga, qui sont délaissés, très loin à la frontière avec le Congo-Brazzaville, du côté de Nola, de Carnot, etc. Juste, si on revient sur ce rapport et le prolongement de l'embargo, les termes qui ont été utilisés, on parle des milices Wenger. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, qui fait, d'après ce qui a été dit dans ces rapports, qui fait beaucoup de mal à la population centrafricaine, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la milice Wenger existe et est-ce qu'elle fait ce qui est marqué dans ces rapports? Alors, il se trouve que des propos sont tenus dans un certain type de discours par rapport à la réalité sur le terrain, dans notre pays. Un embargo nous frappe depuis 2013. Et de 2013 jusqu'à 2019, enfin jusqu'à 2018, pardon, rien n'est fait. Rien n'est fait. À partir de 2018, notre relation avec la Russie a abouti à l'envoi en Centrafrique des éléments de formateurs russes. Donc, on peut donner le nom que les adversaires de la Russie attribuent le nom qui leur plaise. Donc, des éléments russes sont présents chez nous pour accompagner notre armée, pour former nos soldats. Eh bien, face à ces mercenaires, c'est des étrangers qui n'ont pas lieu d'être là, qui doivent déposer les armes et retourner chez eux. Et quant aux Centrafricains qui trouvent le malin plaisir de suivre ce chemin-là, c'est à eux de déposer les armes et de retourner chez eux. Parce que nous ne sommes pas armés. Nous sommes aussi des Centrafricains. C'est en tant que Centrafricains que nous parlons. Et il n'y a pas de raison que la majorité des Centrafricains qui souffrent restent là et souffrir, et que quelques-uns prennent des armes en leur nom propre. Parce que c'est-à-dire de prendre des armes. Ils n'ont pas pris les armes pour l'ensemble de Centrafricains. Ils ne nous ont pas consultés. Oui. Ils ne nous ont pas consultés. Ils n'ont pas consulté les gens de Lambela Poko, les gens de la Lobaye. Est-ce que le voie pour, on va dire, l'action politique est ouverte en Centrafrique? La République centrafricaine... Qui permettra à tout le monde de passer par des élections ou s'il y a des revendications politiques, de passer par les voies pacifiques. Est-ce que ces voies pacifiques sont ouvertes? De tout temps, il y a cette possibilité. Je prends un exemple. En 2002, le soldat mercenaire centrafricain qui était venu à Paris et que la France, par le biais du Tchad, a envoyé en Centrafrique pour aller renvoyer M. Patassé, en 2002, 2003, ils ont créé à Paris, le 2 décembre 2002, ce qu'ils appellent la CPC et la Convention des patriotes centrafricains en région parisienne, qui contient ces villes encore aujourd'hui dans le pays. Eh bien, il arrive, il s'empare du pouvoir, accompagné de mercenaires. 2003. 2005, il organise des élections. Il gagne ces élections-là. Eh bien, tous ceux qui l'ont accompagné, ils sont majoritairement tchadiens. Certains étaient obligés, donc, il est obligé de les renvoyer au Tchad. Mais ceux qu'il avait déposés, qui étaient avec Patassé, qu'il a renversés, eh bien, quelques-uns s'étaient rebellés contre lui. Mais le reste de la population, le reste de la classe politique, bien, pouvait s'exprimer
ils s'exprimaient. Certes, difficilement. Mais ceux qui ont pris les armes en 2012-2013, c'était ses compagnons à lui. Ce sont les mercenaires qu'il a fait venir en 2003. Or, en Centrafrique, mais les gens ont la possibilité de s'exprimer, sans pour autant nécessairement tenir des discours martiaux, de guerre. Parce que quand on tient un discours politique, il y a des limites au niveau du comportement, de l'attitude. Lorsque tu dis que tu vas tuer le chef d'État, mais ça c'est l'appel à la mort d'un dirigeant, d'un pays. Mais c'est passible de poursuite pénale. Ça, tout homme politique sérieux doit comprendre que lorsque on s'exprime... un meurtre, oui. Oui, lorsqu'on s'exprime en politique, on n'appelle pas au meurtre de son vis-à-vis, de son adversaire. Eh bien, certes, beaucoup, malheureusement, politiquement incultes, profitent de ces possibilités d'expression pour tenir des discours malsains, haineux, vont sur des réseaux sociaux, injurient à longueur de journée les dirigeants de leur pays, se présentant comme des opposants, et on ne voit pas ce qu'ils proposent en échange. La seule chose qui les préoccupe, c'est que pousse-toi que je me mette. Donc, on s'en prend aux dirigeants qui sont en place, on les traite de tout, on les injurie, on menace même de les tuer. Mais c'est pas ça un discours politique. Ces dirigeants sont tout à fait en droit de se plaindre de leur discours, de leur comportement, de les poursuivre. Donc, il y a une éducation à avoir vis-à-vis de ces personnages qui se disent opposants, et souvent, c'est des gens qui, précédemment, étaient à la tête du pays. C'est des anciens ministres, des anciens chefs de gouvernement, de hautes personnalités, qui, parce qu'ils ne sont plus au pouvoir, eh bien, ils deviennent excessivement vindicatifs, hargneux. Et ils entretiennent un climat d'insécurité intellectuelle, physique, matérielle, sociale, et qui empêche le Centrafricain de vaquer librement à ses occupations. Et les conséquences de tout ça, notre population, les gens ne peuvent pas aller au champ, ne peuvent pas aller chasser, ne peuvent pas aller pêcher. Alors, si on revient à ces prolongements de l'embargo. Alors, l'embargo s'appelle, en fait, le mandat de cet embargo, c'est S200, 2023-360. Qui sont ceux qui veulent que l'embargo continue? Eh bien, en République centrafricaine. La France a été à l'initiative de l'embargo. Ce qui est quand même paradoxal, parce que souvent nous parlons de la France, et puis bon, malheureusement, on revient toujours à parler de la France. Et quand nous parlons de la France, nous parlons donc de la junte française, pas de la France. C'était en 2013. En 2013. Et les pays étaient en proie à la guerre civile. Voilà. On peut comprendre. Et la France était intervenue. Voilà. Donc on peut comprendre. Etc. On peut comprendre. Mais voilà. Aujourd'hui. Donc, on frappe le pays d'embargo, officiellement, pour empêcher que des armes circulent partout. Puisque l'armée est disloquée. Le temps de reconstruire l'État, on dit, voilà, point un embargo pour empêcher que des armes entrent dans le pays ou en sortent. Les armes qui appartenaient à l'État étaient déjà saisies par les bandes armées qui se l'étaient partagées. Mais entre-temps, arrive en 2016, il y a eu des élections, un gouvernement démocratiquement élu, entre guillemets, selon l'expression consacrée, a été élu. Donc on a un gouvernement, selon les normes internationales. Quelle a été la réaction de la France lors de cette élection démocratique? Est-ce qu'elle a félicité? La France était présente, a participé à l'organisation de l'élection. Un contingent militaire français de plus de 500 hommes était là. Le gouvernement français était présent, représenté. Donc, la communauté internationale, dans toutes ses différentes variétés, était là. Et comment cette communauté internationale a réagi à l'élection de ce gouvernement? Et c'est eux qui ont imposé l'élection. L'élection a été imposée par la communauté internationale. D'accord. Et les résultats?
reconnu par la communauté internationale. Donc, il y a un gouvernement qui a été Il y a un reconnu. gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Le chef d'État est reçu à l'Élysée, il va au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale, des Nations unies, partout. Bien. Mais l'embargo continue. Ce que nous réfutons, ce que nous n'acceptons pas. Il y a un gouvernement qui a été élu. Peu importe ce qu'il ait été élu par 10% de la population, par 99% de la population, il a été élu. On a un gouvernement. Et reconnu par la communauté Il a été internationale. reconnu par la communauté internationale. On n'est pas obligé d'être dans le gouvernement ou pour le gouvernement. Nous défendons notre pays. Mais il y a un gouvernement, il parle en notre nom. Hein? Il parle en notre nom. En attendant que les choses s'arrangent. C'est un gouvernement qui parle au nom des Centrafricains. En notre nom, nous qui sommes Centrafricains. La France, eh bien, n'a absolument rien à reprocher à ce gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement issu d'une force comme ça s'est passé en 2003 par l'individu que la France a imposé à la tête de notre pays. Ce qui n'est pas le cas. Donc on arrive en 2020. Des élections ont été organisées. Le gouvernement actuel est issu de cette élection de 2020. Pour combien de temps? Pour un mandat de 5 ans, jusqu'en 2025. Bien. Ça ne souffre d'aucune discussion. Nous ne sommes pas le représentant de ce gouvernement-là. Justement, ma question c'était, Voilà. est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous parlez au nom de ce gouvernement, est-ce Voilà. que vous êtes un représentant? Nous ne sommes pas le représentant de ce gouvernement. Nous parlons en tant que responsables de notre pays. Nous parlons au nom de notre peuple, au nom de notre pays. En tant que patriotes, nous considérons qu'il est de notre devoir, en fait, notre droit de défendre les intérêts de notre pays. Parce que imaginons que notre pays n'ait pas de gouvernement. Mais nous sommes obligés de défendre notre pays. Il y a un gouvernement, ça ne nous empêche pas de défendre notre pays. Parce que le patriotisme est le fait pour un individu, quelle que soit sa position, de défendre son pays. De défendre son pays. Et là, c'est ce qui nous conduit à interpeller les compatriotes centrafricains. Que quoi qu'il arrive, il faut défendre le pays. Le pays doit d'abord se libérer de toutes ces bandes armées de criminels et d'assassins qui sillonnent le pays, le territoire, de manière impunie et qui nous empêchent de vivre en paix et de dormir et de circuler librement. Une fois que nous nous serons débarrassés de tout ça, entre nous, Centrafricains, et bien sûr, on ne va pas se faire la guerre. On peut discuter tranquillement. On peut ne pas être d'accord sur tel ou tel point. Il peut y avoir des divergences, mais des différences. Pas forcément des divergences. Il peut y avoir des différences de point de vue, d'approche, de méthode, mais rien ne nous permet de nous rentrer dedans comme des abrutis, comme des handicapés mentaux, comme des fous, nous insulter, des bras d'honneur. Mais non, nous sommes des gens civilisés. On s'assoit autour d'une table, la tradition africaine, on se met sous l'arbre à palabre, on discute calmement, on règle ses problèmes. Et ça, on n'a pas besoin que des gens viennent d'ailleurs pour nous apprendre cela. Or, ce que nous entendons ces temps-ci, les gens veulent absolument que le gouvernement qui a été élu en 2020 puisse se constituer, enfin un gouvernement, dit d'union nationale, avec tout le monde dedans. Mais pourquoi ces gens se préoccupent uniquement de rentrer dans les gouvernements? La seule chose qui préoccupe, c'est de rentrer dans les gouvernements. Eh bien, on a vu en 2013, lorsque le gouvernement a été renversé par les bandes armées, les gens sont arrivés, eh bien, la discussion portait effectivement sur le partage des pouvoirs. Chaque groupe doit avoir des postes ministériels pour y envoyer ses hommes dans les différents ministères. Et quand ils sont dans les ministères, eh bien, ils s'octroient des passeports diplomatiques et en un laps de temps encore, ils ont acquis des propriétés un peu partout à travers le monde. Ça veut dire que ces gens ont de l'argent. Et Des biens de l'État. par rapport aux biens de l'État, bien sûr.
Ok, nous arrivons presque au terme de notre entretien. Aujourd'hui, quel est le message de la population centrafricaine pour sortir de cette situation? Qu'est-ce qu'il faut en Centrafrique pour que la situation s'améliore? Bien. D'abord, dans un premier temps, nous demandons à la délégation porte-plume, qui n'est rien d'autre que la France, car au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la France qui a pris la responsabilité de rédiger les résolutions qui nous frappent d'un embargo depuis plus de 10 ans maintenant. Il faudrait que d'ici le 31 juillet 2024, que l'embargo soit levé. Les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre et la France, qui insistent pour que l'embargo soit maintenu, nous leur demandons d'y mettre fin. Et nous appellerons nos compatriotes, avant le 31 juillet, de se mobiliser devant toutes les missions diplomatiques des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, à travers le monde, là où résident des Centrafricains, à se mobiliser. Et pour ceux qui sont en Europe, il faudrait bien qu'on envisage de saisir l'Élysée, M. Macron. Saisir, c'est un gros mot quand même. Oui, donc de s'adresser à M. Macron, voilà, de s'adresser à M. Macron pour lui dire qu'il a intérêt, l'intérêt du peuple centrafricain, c'est que l'embargo soit levé. L'embargo soit levé. Et que des dispositions soient prises pour que les partenaires des groupes armés qui sévissent sur notre territoire puissent arrêter d'agresser notre pays par bandes armées interposées. Parce que les bandes armées ne reçoivent pas les armes qui sortent de terre ou qui tombent du ciel. Ces armes-là sont fournies. Donc, vous voulez, si j'ai bien compris, vous voulez que la nature de l'embargo change. Au lieu de dire l'embargo sur la République centrafricaine, vous voulez dire embargo sur le groupe armé. Nous voulons tout simplement que l'embargo soit levé. Il faut lever l'embargo qui frappe notre pays. On ne veut pas d'embargo. De un. Et de deux, les groupes armés qui sévissent dans notre pays, qui ont des soutiens à l'extérieur. Et c'est à ces soutiens-là que nous nous adressons. Les Centrafricains, partout où on se trouve, on doit se mobiliser pour que les soutiens des bandes armées dans notre pays cessent de faire cet acte criminel qui consiste à entraîner dans notre pays des bandes armées qui nous empêchent de nous développer. Merci, Passema Ondiago. Merci encore. Merci beaucoup. Et on va terminer notre émission par le fait de dire que les bandes armées en République centrafricaine doivent cesser d'agresser et de tuer la population centrafricaine. Merci encore, Passema Ondiago. Merci beaucoup.